BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps des marchés américains avant l'ouverture chaque après-midi avec Grégory Volokin qu'on retrouve depuis New York en duplex. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services, quelle est l'ambiance chez vous ce matin à New York pour démarrer cette semaine? Appelons-la prudence, je dirais, parce qu'en fait le rallye de la semaine dernière a été vraiment important, plus de 2% pour les indices, très gros rallye sur le pétrole, sur les matières premières. Donc aujourd'hui on se pose un peu la question, est-ce que cela va tenir? Est-ce que c'est fondamental ou bien est-ce que c'est des couvertures de short? On aura sûrement la réponse sur les prochaines séances, mais en tout cas la semaine commence d'une façon tranquille avec des futurs en baisse de 0,3, 0,4%. Oui, on note d'ailleurs sur le pétrole. Alors le pétrole qui a repris 9-10% la semaine dernière, qui tient bien aujourd'hui. Et puis on s'excite quand même sur d'autres classes de matières premières. Là, le métal de fer, par exemple, qui bondit de 19-20%. On ne peut pas imaginer que ça ne soit pas des rachats de short, là, Grégory. Il peut y avoir un peu de tout. C'est certainement une grosse partie de rachat de short après les déclarations chinoises de soutien à l'économie et notamment à la construction. Mais aussi, il faut se dire que la plupart des gros investisseurs institutionnels étaient totalement absents de ces secteurs depuis bien longtemps. Donc, il suffit aussi qu'ils commencent à se dire que le pire est derrière nous pour commencer à racheter ces compagnies, ces BHP Billiton, ces Rio Tinto, et ça suffit pour faire monter tous les secteurs liés aux matières premières d'une façon très rapide. Donc je crois oui, achat de short, mais aussi de nouveau maintenant de l'argent qui commence à revenir sur ces secteurs. On a peut-être vu le point bas sur ces matières premières, c'est ce que déclarait la semaine dernière le patron de Glencore, un des géants du courtage de matières premières. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera après l'ouverture, ouverture qu'on attend légèrement négative à New York pour démarrer cette semaine. Négative tout comme en Europe cet après-midi, le CAC cède 1% au-delà des 4400 points. Sophie Tusson vous retrouve, suite de ce journal de Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, les premières 20 minutes même de séance à Wall Street. On rejoint Grégory Volokin en duplex depuis New York avec nous. Rebonjour Grégory. Président de Mescard Financial Services, on va parler des marchés dans un instant, mais un petit débrief quand même du week-end politique aux États-Unis qui aura été encore très chargé là. Il a été très chargé, il y avait de nouveau des primaires. Et ce qui s'est passé devient très intéressant du côté des républicains, puisque sur 5 primaires, on voit vraiment là une tendance se détacher. Alors Donald Trump en a remporté 2, mais la surprise, c'est que Ted Cruz en a aussi remporté 2. Donc ça veut dire que de plus en plus Ted Cruz semble être un peu l'alternative à Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Ted Cruz, tout en étant membre de l'establishment, il est sénateur, est peut-être l'homme politique aux États-Unis le plus détesté par ses confrères. Et en fait, il n'y a pas un seul républicain qui vraiment officiellement est en train de soutenir Ted Cruz. Et puis la dernière chose à dire, c'est que Rubio, qui est le troisième larron, a gagné Porto Rico, donc il a quand même eu une victoire à montrer. Le grand test, ça va être le 15 mars, avec des très gros États. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que puisque la Floride est un État important dans lequel Rubio est le gouverneur et est le représentant, si Rubio perd la Floride, il devra se retirer. Et à ce moment-là, on aura cette course Trump d'un côté et Cruz de l'autre. Et quant aux démocrates en face, Hillary continue son chemin, creusant un peu l'avance. Mais c'est vrai que là, le débat qu'elle a eu avec Sanders commençait à monter un peu au niveau de l'agressivité, au niveau du ton. Et ce qu'on peut dire, c'est que Sanders, qui est très à gauche du Parti démocrate, n'est pas prêt à renoncer à la course, même si elle semble pour le moment perdue pour lui. Voilà pour la politique, les marchés à présent. Que peut-on attendre de cette semaine, Grégory? Alors c'est vrai que l'actualité forte de la semaine, ce sera la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il faudra attendre encore une semaine pour avoir celle du côté de la Réserve fédérale américaine. Mais bon, j'imagine que ça compte pour tout le monde, y compris pour Wall Street. Non, c'est important. C'est net que Wall Street, en plus, cette semaine, il n'y a pratiquement pas de statistiques, il n'y a pratiquement pas de résultats de compagnies. Donc, oui, tous les yeux sont tournés vers les banques centrales, vers la Banque européenne, avec surtout l'idée que pour les États-Unis, le meilleur scénario, c'est une reprise de la croissance en Europe, et avec l'idée qu'en fait, l'Europe a besoin de l'aide de Mario Draghi pour la faire sortir un peu
peu de la stagnation. Donc je dirais que ça c'est un peu l'angle des Américains. On ne parle pas tellement en ce moment, aujourd'hui même, de la réunion de la Banque européenne, mais c'est un sujet qui va venir, je pense, sur le devant d'ici 2 ou 3 jours. Et puis du côté des entreprises, alors dans la chimie, là, est-ce que quelque chose est en train de se préparer autour de l'offre de Dow Chemical sur Dupont? On voit le titre Dupont qui gagne 1,5% et des rumeurs qui nous disent que l'allemand BASF pourrait proposer justement une contre-offre concurrente de celle de Dow Chemical. Oui, alors ce qui est certain en fait, c'est que BASF a parlé à Dupont, ça c'est une chose. Que BASF soit intéressé par Dupont, c'est pas du tout un secret. Qu'ils aient engagé des banquiers pour étudier une offre, c'est ce qui est évoqué par Reuters. Est-ce que c'est quelque chose qui est potentiellement faisable? C'est assez difficile, je pense, pour BASF, parce que BASF devrait d'abord payer une très très grosse prime pour Dupont de Nemours, et en plus, le titre de BASF n'est pas vraiment en grande forme, donc ils auraient besoin de trouver pas mal de financement pour faire une offre. Donc ça porte un peu le titre de Dupont, mais vous imaginez que si le marché pariait sur une contre-offre, c'est pas 1% de hausse qu'on aurait sur Dupont, mais c'est 10% ce matin. Bon, et puis alors un truc de dingue, la Reine des Neiges a été détrônée là pour le premier week-end en salle de Zootopie. C'est un record qui fait tomber la Reine des Neiges, Grégory, chez Disney? Oui, je m'en remets pas, c'est absolument choquant. C'est 74 millions de dollars de rentrée dans les cinémas aux États-Unis pour Zootopia, contre 69 le premier week-end de la Reine des Neiges. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde et les analystes de Wall Street faisaient un pari sur la Reine des Neiges, non seulement sur son succès, mais aussi sur la commercialisation de tous les jouets, tous les produits dérivés, si on peut dire, du film, alors que Zootopia, personne n'y pensait et personne n'avait encore pris en compte qu'en fait, peut-être que là aussi, Disney va réussir à faire du merchandising, va réussir à vendre des tas de jouets et des tas de produits dérivés de ce film. Donc c'est une très bonne surprise et je pense que les investisseurs qui avaient un peu peur avec Disney à cause de son exposition au câble et aux programmes de télévision sportifs sur câble vont être rassurés avec ce relais de croissance important au niveau des dessins animés et avec surtout une surprise, un film un peu inattendu. Bon, et puis alors une nouvelle aussi là qui va encore faire rire les mauvaises âmes. Goldman Sachs qui nous proposait en début d'année, comme le font toutes les banques d'affaires, toutes les banques de marché, une liste des meilleurs trades à jouer pour les meilleurs paris à faire pour l'année en cours. Ils avaient proposé 6 trades comme ça pour 2016. Ils les ont déjà quasiment tous clôturés, c'est ça, Grégory, et il y en a presque aucun de gagnant. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clôturer un trade? Ça veut dire ou bien on arrive à nos objectifs, ou bien on arrête ce trade parce qu'il ne marche pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, on arrête les frais. Ben, sur 6 trades, il y a 5 trades perdants. Et un gagnant, donc déjà c'est pas vraiment formidable. Pour montrer qu'est-ce qui était perdant, par exemple, c'était un pari qui avait été fait sur le renforcement du peso mexicain face au rouble, enfin des paires de trades très compliquées. Tout s'est retourné contre Goldman Sachs sauf un trade et avec des pertes entre 5 et 6%. Alors attention, Goldman évidemment ne perd pas d'argent, c'est pas les trades qu'ils font eux-mêmes, c'est les trades qu'ils conseillent à leurs clients. Eh oui. Voilà, c'est des conseils. Donc évidemment là, il faut savoir si les clients ont suivi les conseils. S'ils ont suivi, ils doivent pas être très contents. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous du côté de New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services New York, en légère baisse après une demi-heure de séance. On recule de 0,2% sur le Dow Jones, de 0,6% sur le Nasdaq Composite et puis l'Europe qui recule également ce début de semaine. On attend évidemment la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi prochain, 13h45, la décision sur les taux, 14h30, la conférence de presse de Mario Draghi. Ce sera véritablement le rendez-vous de la semaine. Le CAC qui recule pour... BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps. Et la position notamment de la Silicon Valley. On en parle avec nos invités. On accueille dans ce studio François Durper, historien, spécialiste des USA, ça tombe bien. François, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Avec nous aussi en studio, donc Frédéric Bianchi, Frédéric de bfmbusiness.com. Salut Fred. Salut. Et on donne la parole donc à nos invités aussi, on les salue du côté de la côte est américaine. Grégory Volokin à ma droite. Grégory Volokin, donc président de Mescard Financial Services. Grégory, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Sébastien. Et j'aurais dû commencer par vous, Laetitia Garriotte de Cailleux. Donc vous êtes entrepreneur, investisseur aussi, cofondatrice du mouvement Entrepreneurs for Hillary. Tout ça évidemment en anglais. Laetitia, bonsoir, bienvenue dans Tech & Co sur BFM. Bon Laetitia, peut-être on démarre avec vous là. Comment vous regardez cette campagne? Est-ce que peut-être le fait d'avoir Trump, ça va faciliter, je sais pas, une victoire selon vous d'Hillary Clinton, tellement il est clivant quoi, ce Trump? Oui, et je crois que par rapport au monde de la tech, c'est clair qu'Hillary a un message qui résonne. Son but, c'est vraiment d'abattre les barrières qui finalement gardent les Américains loin d'un futur énergétique qui soit durable, qui empêche aux Américains d'avoir accès à l'Internet haut débit. Et son but, c'est vraiment de casser toutes ces barrières avec un certain nombre d'initiatives. Et ce message résonne auprès de la tech américaine. Grégory Volokin, vous aussi à Manhattan, vous comprenez que les GAFA notamment, on l'a vu, donc Apple se fait critiquer par Trump, donc on imagine qu'ils ne le soutiennent pas. On a vu Zuckerberg pour Facebook, on a vu Bezos aussi pour Amazon. Donc Zuckerberg dit nous les musulmans, parce que voilà, Trump les a beaucoup critiqués, notamment après la tuerie de San Bernardino, disant on va suspendre, je crois qu'il veut les expulser, en tout cas ne plus faire venir de musulmans, au moins faire une sorte de moratoire. Donc Zuckerberg avait dit vous êtes toujours les bienvenus chez nous, un message un peu comme ça pour rassurer tout le monde. Et de son côté, donc Amazon, Jeff Bezos dit si on peut l'envoyer demain Trump dans l'espace, ça pourrait être pas mal aussi pour avoir la paix. Oui, alors je dirais c'est tout à fait ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect culturel qui explique pourquoi Silicon Valley est pour Hillary. Alors culturel, c'est par exemple être pour l'égalité des droits face au mariage homosexuel, c'est se préoccuper du réchauffement climatique, c'est aussi être pour une éducation qui soit bien subventionnée et qui soit de pointe avec une grande aide de l'État à la recherche. Et puis il y a le côté business, comme le disait Laetitia, un très gros dossier, c'est ce qu'on appelle net neutralité, c'est le fait que toutes les compagnies qui sont des vendeurs de services Internet doivent traiter leurs clients de la même façon. On ne peut pas favoriser un service contre un autre. Pour tout vous dire, par exemple, les républicains appellent net neutralité Obamacare pour Internet. Ça montre à quel point ils sont contre. Et puis il y a aussi tout le problème de l'immigration. Les compagnies de Silicon Valley ont besoin de gens qui soient des diplômés des plus grandes universités. Et malheureusement actuellement aux États-Unis il y a très peu de visas. Et si on suivait les républicains, Donald Trump et les autres, tous les étudiants gradués d'université, on les renverrait directement, que ce soit au Mexique ou en Inde. Donc on comprend très bien l'opposition. Silicon Valley pour la tech et malheureusement pour eux, les républicains qui ne bénéficient pas de ce soutien-là. Frédéric Bianchi, une question. Oui, la tech, la Silicon Valley au sens large, qui soutient les démocrates, c'est culturel, comme on l'expliquait, depuis une trentaine d'années à peu près. C'est-à-dire que dans les élections, c'était encore largement la Silicon Valley qui finançait le Parti démocrate. C'est 83% des fonds qui allaient aux candidats allaient vers un candidat démocrate dans la Silicon Valley. Et donc c'est un phénomène qui est apparu en fait dans les années 80, dans les années 60-70, le patronat dans ce secteur-là était classique, il votait plutôt à droite, plutôt républicain. Mais ce qui s'est passé en fait dans les années 70 et 80, c'est qu'il y a eu deux phénomènes. Il y a eu l'arrivée au pouvoir d'abord des 68ards, des gens de la contre-culture, les Steve Jobs, qui est issu de ce mouvement-là, donc qui était plutôt à gauche et qui donc c'était plus proche des démocrates. Et un deuxième phénomène, c'est aussi le phénomène de désindustrialisation. Aujourd'hui, la tech américaine, on sait, c'est plus des industries, c'est plus il y a plus d'usines aujourd'hui. Donc c'est des professions CSP+, c'est des cadres, c'est des cadres supérieurs, c'est des ingénieurs, et donc ils sont moins dans les problématiques d'opposition droite-gauche classique que sont le patronat, les ouvriers, tout ça. Donc voilà, ce qui fait qu'on a un mouvement aujourd'hui de la Silicon Valley, comme Hollywood d'ailleurs, des intellectuels américains qui soutiennent les démocrates et qui évidemment dans la confrontation entre Hillary Clinton et Donald Trump, qui est vraiment particulièrement à droite, on a vraiment une figure qui repousse vraiment même l'électorat centriste. Là on se retrouve automatiquement sur tout un déversoir sur Hillary Clinton qui en profite bien. Est-ce qu'il est vraiment à droite Trump, François Durper? Parce que vous dites, généralement quand vous parlez de lui, il a pas d'idée, son programme non plus il en a pas, il est marqué sur sa casquette. Ouais, il n'est pas vraiment à droite. Trump, il est très à droite, très à gauche, il est flip-flopper. On dit aux États-Unis flip-flopper, ça veut dire qu'il a aucune colonne vertébrale sur le plan politique. C'est pour ça qu'il est, pour certains républicains, c'est le cauchemar, parce qu'ils se disent mais c'est pas un vrai républicain, on sait pas où il va, il est complètement ingérable. Sur Obamacare, il critique pas vraiment, il était contre la
guerre en Irak de Bush, mais en même temps sur certaines questions il est très très à droite évidemment. Et puis d'autres qui disent mais finalement c'est peut-être pas mal parce qu'il va peut-être aller chercher des indépendants, comme il n'est pas très structuré, il est moins clivant peut-être qu'un Ted Cruz qui est très orthodoxe sur le plan du conservatisme. Alors ce qui est important à dire, c'est je pense que là Frédéric a raison. D'abord ça fait 30 ans effectivement que la Silicon Valley est pro-démocrate, mais il y a aussi le phénomène Obama, c'est qu'Obama est le plus 2.0 des présidents. On se souviendra Roosevelt et la radio, Kennedy et la télé, Obama et le numérique. Ça n'a pas toujours été simple entre Obama et la Silicon Valley. Je fais comme s'il n'était plus président, hein, mais en tout cas, c'est celui qui a même pas besoin de 140 caractères pour faire de la politique, parce que il a même pas besoin. Sur Twitter, on dit 140 caractères et beaucoup de politiques n'y arrivent pas. Lui, il a besoin de 13 caractères. 4 more years. 4 ans de plus. C'est comme ça qu'il avait annoncé sa réélection en 2012. Le plus gros retweet. Juste enlacer Michel et Barack. Et puis il y a le troisième phénomène, c'est évidemment le phénomène Trump, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si c'était Marco Rubio. Je pense que la Silicon Valley c'est quand même un peu plus partagé entre Marco Rubio, qui faisait partie du Gang of Eight, c'est-à-dire des conservateurs, des républicains, mais qui ont essayé de faire avancer la question sur le plan d'immigration, mais Marco Rubio, il a très peu de chances d'être le candidat, ça sera Donald Trump, et ça a été dit, Donald Trump sur les questions de valeur, notamment sur cette question déterminante de la migration, de la frontière, du mur, ça c'est vraiment anti-GAFA. Donc c'est pour ça que ça devient... le mur est classique, quoi. Il promet d'envoyer le mur, la facture du mur aux Mexicains. Exactement. Et le président mexicain il a dit, je veux un mur entre le Mexique et les États-Unis. Ouais. Et à chaque fois qu'on lui dit, comment vous résolvez le problème, il dit, je vais construire un mur. C'est la politique du mur. Et ça a permis à Hillary Clinton de trouver son slogan. Lui a dit, to make America great again. Et Hillary Clinton, le soir du Super Tuesday, alors qu'on ne savait pas trop où elle allait, elle n'avait pas vraiment de slogan. Enfin, c'était fighting for us. Enfin, c'était pas terrible. Et elle a dit, OK, make America whole again, c'est-à-dire de faire que l'Amérique soit pour tous, qu'elle marche pour tous. Et elle a dit d'un côté les murs, de l'autre côté les passerelles, d'un côté diviser les gens, de l'autre côté faire des liens, tisser des liens entre les gens. Et ça, évidemment, c'est un discours qui peut être entendu par Google, par Facebook, par tous les patrons de la Silicon Valley. Grégory Volokhine, d'Hillary Clinton qui va plaire. Grégory, on vous retrouve depuis New York et on ira voir Laetitia dans un instant qui soutient donc Hillary Clinton, on le rappelle. Grégory, on citait avec François Twitter, enfin Obama sur Twitter. Trump n'est pas mal non plus, hein, il a quasiment 7 millions de followers. On pourrait parler aussi de Facebook. Comment vous regardez cela, vous ? C'est vrai que Trump manipule très bien ces médias. En fait, c'est pas 7 millions. Le dernier chiffre, d'après le Wall Street Journal ce matin, c'est 14 millions de followers sur Twitter pour Trump et 50 millions de visiteurs sur Facebook. C'est à peu près la seule chose qu'on peut dire de positive sur la relation entre Twitter et Trump. Ce qu'il faut vraiment dire surtout, c'est que le problème d'un Donald Trump, c'est qu'il est à la fois un démagogue et un populiste. On peut retrouver aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite ce genre de profil, mais c'est exactement le contraire du profil d'un électeur démocrate qui est lui ouvert d'esprit, libéral et qui est plutôt pour une société juste avec une redistribution plutôt normale des richesses. Donc Trump représente peut-être un extrême du parti républicain, mais je dirais par rapport à votre discussion, ce qui est vraiment important, c'est de voir à quel point il y a cette opposition entre la culture pro-Internet, la culture, je dirais, pour l'émigration, pour l'enrichissement de la société par l'autre, et puis cette culture très restrictive des républicains, comme vous le disiez, de construire des murs, de couper les ponts, d'éliminer une grande partie de ces personnes. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de Trump, parce que ça c'est ce qu'on regarde en on, j'ai envie de dire, quand on extrait toutes ces déclarations comme ça, qui voilà, c'est sur des punchlines, ça fait froid dans le dos ou ça fait rire si on les prend au second degré, mais beaucoup, même, enfin en tout cas à Paris, on commence à entendre un petit discours dans les médias ou chez certains experts, peut-être pas forcément on mais en off, en disant mais s'il est aux commandes demain, il sera plus sérieux, il va se calmer, il va mettre de l'eau dans son vin, n'ayez pas peur, et puis il est intelligent, il a créé son empire, enfin c'est pas n'importe qui.
Oui, mais d'abord, il faut jamais sous-estimer ses adversaires, si Trump est un adversaire. Deuxièmement, ce n'est pas du tout un imbécile, il sait ce qu'il fait, c'est certain. Et troisièmement, ce que vous dites est totalement vrai. Il n'y aura jamais un mur qui sera construit pour séparer les États-Unis du Mexique, tout simplement parce que ça ne dépend pas du président des États-Unis. On est dans un État de droit aux États-Unis où le pouvoir des deux chambres, que ce soit la Chambre des représentants et le Sénat, est immense et le président ne peut pas du jour au lendemain, juste pour une décision comme ça, dire je construis un mur ou j'annule les contrats commerciaux avec l'Europe. Alors c'est pour ça que je dis Trump est peut-être un danger, mais si Trump était président, toute la démagogie qu'on entend dans sa bouche aujourd'hui, ça ne deviendrait sûrement pas des faits politiques, tout simplement parce qu'il n'arrivera jamais à les imposer aux chambres, aux démocrates et surtout aux républicains. Il n'aura jamais une majorité qui le suivra dans la plupart de ses dossiers. En tout cas, tout le monde parle de lui, beaucoup plus que les autres candidats, même Hillary compris. Comment vous regardez cela, Laetitia? Est-ce que les médias en font trop là? Est-ce qu'ils sont victimes même du phénomène Trump? Non, je crois que Trump est en effet un vrai danger. Il est, comme l'a souligné Grégory, moins un danger par rapport à ce qu'il ferait aux États-Unis. En fait, ce qui se passerait, c'est que finalement, il serait bloqué au Sénat. Donc on aurait 4 ans où finalement pas grand-chose ne se passerait au niveau domestique américain, ce qui est vraiment dommage parce qu'on a besoin de ce progrès. Par contre, il faut bien penser que être président, ça lui donne une fonction et un rôle important, c'est lui qui a accès au bouton rouge, à l'arme nucléaire. Et honnêtement, quelqu'un comme Trump, qui est qui a des réactions excessives et où tout est dans la démagogie, je crois qu'on a tous raison de s'inquiéter. Et je pense que pour revenir au futur énergétique durable des États-Unis, on a aussi une grande différenciation entre Hillary et les républicains en général. Comme on le sait, c'est important parce qu'on parle de la tech, on parle de la Silicon Valley où tout ce qui est énergie renouvelable est vraiment une part importante. Et les républicains ne croient pas au changement de climat, ils ne croient pas qu'on est responsable de ça. Et Hillary, elle, a un programme qui est vraiment clair. Elle a vraiment 3 points clés. Le premier, c'est d'augmenter les panneaux solaires, d'en avoir 500 millions d'ici la fin de son premier mandat, ce qui permettrait d'alimenter l'ensemble des foyers américains, ce qui serait quand même exceptionnel. Le deuxième, c'est de limiter tout le gaspillage qu'on a dans les écoles, les hôpitaux d'1/3. Donc elle est très précise. Il y a eu beaucoup de recherches des plateformes politiques pour établir ces buts politiques. Et le troisième, c'est de réduire d'1/3 l'utilisation du pétrole et d'aller vers des énergies plus renouvelables. Et évidemment, soutenir les promesses d'Obama lors de la COP 21, qui, comme on le sait, c'est de réduire d'1/3 les émissions de gaz. Ouais. Donc, je crois que c'est quelque chose, ça nous montre à nouveau, Hillary a vraiment un programme clair et elle se différencie de tous les candidats, mais en particulier de Trump à ce niveau. Merci beaucoup, vous restez avec nous, Laetitia, on vous retrouve dans 1 minute, on va retrouver aussi François Durper avec nous, Frédéric Bianchi à Paris, on remercie Grégory Volokin, qu'on trouvera très vite donc sur BFM Business, le président de Mescart Financial Services. Bonne fin de journée à vous, Grégory. 21h20 chez nous à Paris, plus 6 heures de plus, on est ensemble encore pendant une bonne heure, jusqu'à 22h30, beaucoup de choses à venir, des startups, on reparlera du meilleur